Je suis en France la première mineure qui a refusé le huis clos à ses violeurs, qui voulait que tout le monde puisse venir, c'est pas à moi d'avoir honte. Je pars pour quelques heures d'enfer, où je suis violée par ces deux hommes. Après, ils m'emmènent dans un appartement, là où ils habitent d'ailleurs, dans leur cité. Ce que je sais, c'est que j'ai failli vraiment mourir ce jour-là. J'ai failli me prendre une balle, ça c'est clair. Voilà, j'ai vu un seul pistolet de ma vie, c'est cette nuit-là. À un moment, les deux hommes partent, je reste dans l'appartement du troisième homme qui l'occupait, mais j'entends d'autres voix. Et quand je sors de la chambre, habillée, prête à partir, je tombe sur deux jeunes que je ne connaissais pas, qui posent des questions très vite. Je comprends très vite qu'ils ont eu un différend le matin même ou la veille, et voilà, et c'est eux qui me balancent leur nom. Grâce à ces deux hommes, j'ai pu avoir le nom de mes violeurs. Les deux personnes à qui j'ai eu affaire, ce sont deux voyous notoires qui étaient déjà allés en prison. L'un était cousin de l'autre, le cousin était sorti la veille. J'arrivais dans un état, j'étais brûlée sur le visage, on m'avait pissé dessus, il pleuvait pas, enfin, voilà, je dégoulinais d'un truc, je dégoulinais d'un viol, un truc glauque, quoi. Donc, ça, enfin, je veux dire, ça se voyait que je venais juste de vivre l'enfer. On s'est vachement bien occupé de moi, donc oui, j'ai eu de la chance, parce que j'ai pas subi un choc de plus. J'ai pas subi un autre choc dans un commissariat où on me parlait mal, dans un hôpital ou dans un service gynéco où on m'aurait mal traité en deux mots. Je n'ai pas subi ça. Quand il prononce le mot huis clos, moi c'est un mot que je connais pas. Et donc je lui demande ce que ça signifie, donc il m'explique, huis clos, comme vous étiez mineur au moment des faits, personne ne pourra rentrer dans la salle, il y aura le président de cour d'assises, les jurés, voilà, toutes les personnes. Et puis c'est tout, et je lui ai dit, ah mais non, ah non, non. J'ai dit, moi je veux qu'on ouvre les portes. Et donc, à ce moment-là, je refusais le huis clos. Il a été scotché, c'est quelqu'un très pro, qui a une grande maîtrise, qui m'a regardé très calmement, qui m'a dit « Pourquoi ? Pourquoi vous refusez ?» Et là, moi, je lui ai répondu « Mais c'est parce que c'est pas à moi d'avoir honte. » Pour moi, en fait, c'était d'une évidence. C'est pour ça que j'ai jamais eu honte. Enfin, je veux dire, j'ai jamais ressenti de culpabilité ou de honte, parce que c'est juste pas à moi d'avoir honte, en fait. Remettons les choses à l'endroit. La honte, c'est pas pour les victimes. Donc, à partir de là, les portes ne devaient pas être fermées. Et je lui ai dit « Moi, je veux que tout le monde le sache. Je veux que tout le monde puisse venir. Je veux que la société le sache. » Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'en parle pas à mes parents. Oui. Alors paradoxal, oui et non, parce qu'on peut avoir des raisons pour faire quelque chose et des raisons pour ne pas les faire. Puisque j'avais décidé de porter plainte et de me débrouiller seule, j'allais me débrouiller seule, ça voulait dire. Et le juge Jean-Pierre Jetty l'a compris, je lui ai dit, il m'a exposé une difficulté réelle, c'est que, étant mineure au moment des faits, mes parents devaient venir signer pour moi, si je refusais le huis clos. Or, et c'est là où il s'est retrouvé face à quelque chose, j'imagine, de peu habituel. Or, je ne voulais pas qu'il soit au courant. Donc, je lui ai demandé de trouver une solution. Mon grand frère, l'aîné, est venu signer. Donc, il m'a accompagné un jour au palais de justice. Il est venu signer les documents. Il est reparti. Je lui ai dit merci. Voilà. Moi, je voulais pas les impliquer davantage. Je voulais pas leur en parler. J'avais dit à mes frères, à ma sœur, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà les démarches que j'entreprends et on n'en parle pas aux parents, je gère ça. Et j'ai géré ça jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce que je voulais, en portant plainte, c'était déjà que justice soit faite et les empêcher de recommencer auprès d'autres personnes. Parce que des violeurs, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il y a une fois, mais il y en a d'autres. Et je voulais être la dernière à qui il faisait du mal. Le plus important, c'est on a failli mourir, clairement. On est morte en partie. Quand je dis morte, je ne parle pas que des femmes. Je parle de toute personne. Les enfants, les hommes qui ont vécu ça, toute personne qui a vécu ça, c'est une atteinte à sa vie. Donc, après, il faut se reconstruire et ça prend du temps.
je demande à ce que le viol soit reconnu comme crime contre l'humanité. C'est pour moi, après renseignement, la seule façon de lever le délai de prescription. Et ça permettrait de faire la lumière sur plein d'affaires. Et ça permettrait aussi qu'il y ait, et c'est ce que je dis à un moment dans mon livre, qu'il y ait une espèce d'épée de Damoclès sur la tête des personnes. Parce que nous, on prend perpète quand même. Nous, on prend perpète. Moi, je fais encore des cauchemars de viol, évidemment, et dans la journée, il m'arrive d'y penser. Alors, j'ai des techniques pour refouler ces idées, penser à autre chose, et puis je le gère différemment. J'ai bientôt 54 ans, voilà, ça fait plus de 36 ans et demi, je gère ça différemment. Mais nous, on prend perpète. Ces personnes devraient, avant même qu'elles passent à l'acte, avoir une sorte d'épée de Damoclès, qu'elles sachent clairement ce qu'elles encourent.